Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et du magazine selkios.com et je pars aujourd'hui à la rencontre de Pauline Pigeon, rédactrice web SEO et rédactrice print. Elle nous raconte sa reconversion professionnelle. Elle a travaillé longtemps dans l'événementiel, elle a été expatriée pendant 10 ans et elle nous raconte aujourd'hui sa vie de freelance, de maman, ses doutes, elle qui aimait tant le travail en entreprise et avec des collègues, comment vit-elle sa nouvelle vie de freelance à la maison? Elle nous raconte tout ça tout de suite. Je suis désolée pour les 3 premières interviews, la qualité de mon micro était très mauvaise et ça ira beaucoup mieux après. Donc soyez patients, j'espère que vos oreilles ne souffriront pas trop. À tout de suite. Bonjour Pauline. Salut Lucie. Salut, comment ça va? Eh bien, ça va, ça va. Ça va bien. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va parler rédac, parcours de rédacteur web. Alors, avant de commencer, je te propose de te présenter. Ok. Donc moi, c'est Pauline. Je suis rédactrice web et print depuis un peu plus d'1 an. Donc voilà, c'est une reconversion comme pour beaucoup d'entre nous, puisqu'avant, j'ai travaillé 10 ans dans d'autres secteurs. Plus dans le secteur de la coordination de projets et la programmation de projets culturels et artistiques. Donc voilà. Quoi d'autre? Je vis dans la région nantaise. Je suis maman aussi. Voilà, c'est aussi une chose importante dans ma vie. Et puis, je ne sais pas, donne-moi de l'inspiration. Qu'est-ce qu'il faudrait dire d'autre? Aujourd'hui, donc, tu es rédactrice web. Quand tu as quel âge, si c'est pas indiscret? Je vais avoir 38 ans ce mois-ci D'accord. d'ailleurs. Voilà, 38 ans. Et puis, bah oui, c'est donc, comme je vous le disais, c'est une reconversion puisque j'ai un parcours un petit peu atypique et c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses différentes avant, mais toujours dans le même secteur de la programmation culturelle et de la coordination de projets. Peut-être ce qui convient aussi, enfin, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que je suis à Nantes, donc en France, depuis 5 ans. Mais avant ça, j'ai travaillé et vécu à peu près 10 ans à l'étranger. Donc j'étais vraiment dans cette dynamique avant d'expatriation, de m'adapter à des cultures différentes, de parler des langues, parler d'autres D'accord. langues. Tu étais dans plusieurs pays ou Oui, oui, dans plusieurs pays. En 10 ans, j'ai vécu dans 4 pays différents. Et c'était cool. C'était lesquels? Alors, j'ai étudié et vécu à Londres, donc en Angleterre, pendant 3 ans. Et puis ensuite à Bruxelles pendant 1 an et demi. Et ensuite, comme j'avais suivi un cursus qui était un peu spécialisé sur tout ce qui était cultures africaines, culture de la diaspora africaine, patrimoine africain, j'ai obtenu des postes au Cameroun pendant 2 ans et au Niger pendant quasiment 5 ans. Donc ça fait plus de 10 ans en fait, mais pendant 4-5 ans. Voilà. Et puis je suis rentrée en France en 2015. On me disait, ah oui, c'est super, très beau CV, très belles études, belle expérience, belle référence, mais en termes de disponibilité, c'est compliqué parce qu'on a besoin de vous le soir, le week-end. Et en fait, la question qui se posait, enfin la question à laquelle je me butais était très pragmatique. C'était comment faire pour faire garder une petite fille de 2 ans en travaillant, je sais pas, 50 heures par semaine, et surtout le week-end et le soir, et en n'ayant pas forcément le salaire qui me permet de la faire garder tout ce temps-là. Donc, il y a eu beaucoup de frustration entre 2015 et 2019 où j'ai enchaîné en fait des CDD en coordination de projet, dans des associations, des petits boulots extrêmement mal rémunérés, extrêmement précaires, et puis surtout avec des conditions de fou, où j'avais généralement tout à faire, tout, absolument toutes les casquettes, pas d'équipe, ou une toute petite équipe avec 1 ou 2 personnes, et une pression monstrueuse, et donc c'était un peu la cata, sachant que j'avais quand même vécu de belles années professionnelles avant, j'avais eu beaucoup de responsabilités,
J'avais eu des gros budgets à gérer, j'avais pu inviter des artistes, des auteurs du monde entier. Enfin, c'était vraiment un choc pour moi, cette espèce de retour à un quotidien super galère. Donc, à un moment, j'ai arrêté. À un moment, en fait, pour tout dire, j'ai travaillé en fait pour un organisme en 2018 et ça s'est mal passé. Et la personne avec qui j'ai travaillé a vraiment, je pense, exagéré. C'était vraiment de l'abus de pouvoir total. Et donc, ça s'est vraiment mal passé avec cette personne-là. Et en fait, il a été, je pense, un peu le déclencheur à une décision complètement radicale qui a été ça suffit, il faut plus que je dépende d'un patron, il faut plus que je sois soumise à tous ces aléas et voilà, moi de me prendre en main, moi de prendre ma vie en main et de toute seule comme une grande tracer ma route et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà un petit peu comment c'est arrivé. Et ensuite, pour la formation en rédaction web, ça a été, je crois, vraiment un heureux hasard. C'est-à-dire que je cherchais sur Internet freelance. Alors j'avais mis au début coordination de projet, freelance. J'avais dû mettre quelque chose communication. Enfin, je ne sais plus exactement comment, par quel chemin. Mais à un moment, je suis tombée sur la présentation de formation rédaction web. Et le petit descriptif me correspondait pas mal. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai plus rien à perdre en fait. J'étais dans une logique, je n'ai plus rien à perdre. J'avais un chômage, c'était des cacahuètes, je ne pouvais pas vivre avec ce chômage-là. Donc, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Je tente le tout pour le tout. J'avais quand même un petit peu d'économie que j'avais gardé un petit peu de sous de côté de mes années à l'étranger. Et je me suis dit, allez, j'investis, je parie sur moi et j'y vais. C'était quand, en fait, tu t'es lancée dans la rédaction web, à quel moment? Alors, c'était en avril 2010. En avril 2019, c'est possible ça? L'année dernière? Oui, c'est ça. C'était en avril 2019, ça fait 1 an et demi. Oui, c'est ça. En avril 2019, pendant que j'étais en train de finir le contrat voilà, qui m'a poussée à faire ça, on va dire, Oui. j'ai commencé en parallèle à faire la formation. Et alors, quelle a été ton évolution depuis? Et alors, une fois que j'ai terminé ensuite mon contrat, c'était au mois de juin, je pense. Et directement, au mois de juillet, j'ai créé ma micro-entreprise, le 2 juillet exactement. Et j'avais commencé un petit peu pendant la formation à écrire pour des clients, notamment dans le domaine de l'éducation, parentalité positive, ce genre de choses, musique. Donc j'avais commencé à écrire, mais c'était vraiment un petit peu en pointillé, à droite, à gauche. Voilà, avec du coup, je demandais une rémunération assez faible parce que pour moi, j'étais vraiment en formation et c'était vraiment pour m'entraîner. Et donc ensuite, en juillet, j'ai créé la micro-entreprise et il y a eu quasiment immédiatement, dans les 3 semaines qui ont suivi, une école en fait d'art et de design avec laquelle j'avais travaillé avant, 2 ans avant, qui m'a recontactée en me demandant de travailler sur un gros projet. Donc au mois d'août, j'étais déjà quelque part rémunérée pour la première fois en faisant ce travail. Mais c'était plus de la rédaction print que web. D'accord. C'était pour un catalogue, donc voilà. Et puis ensuite, ça a été un petit peu... Alors ensuite, il y a eu une période de septembre à décembre où j'avoue que c'était pas évident parce que j'avais l'impression que, enfin, j'écrivais pas très vite et du coup, j'avais beaucoup de mal à être rentable, j'avais des tarifs assez bas, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup de missions, un petit peu, j'acceptais un petit peu toutes les missions qu'on m'envoyait. Je m'étais inscrite sur LinkedIn, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients et que j'ai toujours la plupart de mes clients. C'est comme ça que je suis contactée pour l'instant. Et c'est vrai que c'était un petit peu poussif, c'était un petit peu difficile parce que voilà, je travaillais énormément pour avoir quelques centaines d'euros à la fin du mois, donc c'était pas facile. Mais en même temps, c'était très formateur parce que je pense qu'en faisant ça, j'ai appris à jongler vraiment avec les projets, à m'adapter, à être plus efficace dans la façon de faire des plans, à perdre moins de temps sur les petits détails, parce que je suis quelqu'un d'un peu perfectionniste, donc j'ai tendance à relire, me recorriger, rechanger les tournures de phrases. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas possible, en fait. Enfin, c'était possible jusqu'à un certain point, mais que j'allais m'épuiser en faisant ça pour tout le monde. Et donc
j'ai un petit peu peaufiné ma méthodologie, on va dire, pendant ces 3-4 mois qui ont suivi. Et ensuite, en janvier, j'ai eu un déclic je pense que c'était d'ailleurs après avoir regardé une de tes vidéos où tu disais qu'il fallait se faire confiance, qu'on avait un peu toutes les ressources en soi et qu'avec cette formation, on avait tout ce qu'il fallait pour démarrer. Et c'est vrai que j'avais pas trop confiance en moi et je pense que c'est tout à fait normal. C'est complètement humain parce que on passe on passe à un domaine quand même assez différent du sien. Même si je dois avouer que quand je faisais de la programmation culturelle, je faisais pas mal de com aussi pour parler des spectacles, pour les programmes culturels, pour les communiqués de presse. Donc j'étais déjà habituée quand même à écrire, mais dans un domaine assez différent. Et donc là, je manquais pas mal de confiance en moi les premiers mois. J'avais du mal à me sentir légitime dans ce nouveau statut. J'avais peur de ne pas pouvoir répondre aux questions des clients. Le SEO, je trouvais ça assez mystérieux, un peu magique comme truc, mais du coup, j'étais pas du tout à l'aise avec cette magie-là, alors qu'en fait, c'est pas de la magie, c'est vraiment de la technique et du travail. Mais voilà, donc j'étais pas trop sûre de moi. Et en janvier, je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Il faut que je sois sûre de moi, il faut que j'ai confiance en moi, je peux très bien le faire, ça va bien se passer. Et du coup, j'ai commencé à écrire, je sais pas, peut-être une douzaine de messages, 12 ou 15 messages sur LinkedIn, de manière assez personnalisée. Donc, comme tu l'avais dit aussi, je pense, et puis c'était aussi, est-ce que c'était pas Marie Di Maggio qui avait fait une vidéo là-dessus, sur le fait de bien cibler le client, aller voir son site, voir quelles étaient ses forces, ses faiblesses, les axes d'amélioration, aller cerner un petit peu son monde, et puis ensuite lui proposer très concrètement un service. Donc, du coup, j'ai fonctionné comme ça. Et en fait, j'ai eu des résultats assez rapides. Donc, dans les 2 semaines qui ont suivi, j'avais 3 ou 4 clients qui étaient intéressés dans différents domaines. Il y en avait un, c'était dans le domaine du développement personnel, un autre dans le domaine de l'éducation. Voilà, après, dans le tourisme aussi, j'ai eu des demandes. Donc, ça a été assez rapide. Et puis, après, ça s'est enchaîné. Et en fait, après, finalement, de janvier à aujourd'hui, donc de janvier à octobre, j'ai toujours maintenu un petit peu ce flot d'avoir assez de projets, assez de clients pour en vivre en fait assez correctement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord, tu as écrit un e-book aussi, il me semble, pour quelqu'un de connu. Oui, tout à fait. Ouais. On ne peut pas citer le nom, mais oui, c'est Non. ça. Oui. Ça, c'était un très, très beau projet. Ça a été un peu le gros projet pour moi depuis que j'ai commencé la rédaction web. Parce que, donc, est-ce que j'ai contacté ou j'ai été contactée? Non, j'ai été contactée par un membre de l'équipe donc de cette personne-là qui travaille vraiment sur l'affirmation de soi, la connaissance de soi, l'entrepreneuriat, etc. Et donc le discours était un peu le suivant, c'était voilà, on a testé pas mal de rédacteurs pour travailler sur un e-book qui serait en fait la traduction, enfin, la reformulation de vidéos. Ce sont des vidéos qui sont en fait une formation que peuvent suivre donc plusieurs personnes à distance. Et donc on cherche quelqu'un qui va dans un e-book condenser, synthétiser, faire sortir voilà, un peu les traits saillants de cette formation et puis aussi booster, motiver les gens avec ce petit livret pour continuer à suivre la formation et s'impliquer. Et en fait, nous, on a testé pas mal de rédacteurs et on n'a pas réussi à trouver le dynamisme ou le style qui nous convenait. Donc, on fait des essais en ce moment. Donc, on vous donne 3 vidéos à regarder et puis on vous propose, on vous demande de créer du contenu par rapport à ça pour la semaine prochaine. En gros, c'était ça. Et de manière originale, voilà, et avec un ton et un style, un rythme qui donne envie. Et puis on verra après. Et du coup, pour moi, je me souviens très bien au moment où j'étais au téléphone avec ces gens-là, il y avait des grosses gouttes de sueur sur le côté qui coulaient le long de mes tempes et j'avais vraiment les chocottes et j'étais passée voilà, c'était gros challenge et je me suis dit non, mais en fait, il n'y a pas de raison, que je puisse pas le faire. Il faut juste que je trouve le ton qu'ils attendent en fait. Et donc j'ai envoyé quelque chose une semaine après où ils étaient très enthousiastes, ils m'ont dit c'est super, vraiment c'est original et puis on aime beaucoup. Il faudrait encore revoir quelques petits points.
Donc voilà, ils m'ont donné quelques indications pour refaire un nouveau contenu. Donc j'ai refait. Et là, ils m'ont dit bingo, c'est bon, on y va. On est parti sur un e-book de. C'est combien? C'était. Que je me trompe pas, c'est 150 pages à peu près. 150 pages, donc avec un rythme assez intense, avec plusieurs dizaines d'heures de vidéos à traduire. Et ensuite, le contenu, en fait, c'est-à-dire que c'est pas seulement traduire des vidéos et puis les retranscrire dans un e-book, sinon ce serait trop facile. C'est vraiment un travail éditorial de sélectionner ce qu'il faut, le mettre en ordre, comment dire, le structurer pour que ce soit rythmé, pour que ça aille bien avec les images ou les schémas qui seront accolés, etc. Donc il y avait tout un travail vraiment de conception, presque même de visualisation en fait du livrable au bout du compte. Et donc j'ai adoré faire ce travail-là. C'était hyper stimulant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait aussi travailler sur moi-même. Ça m'a fait travailler sur mes peurs, sur ce que je peux apporter, en fait, la valeur, ça m'a fait prendre conscience de la valeur ajoutée que je peux avoir pour certains clients. Ça m'a fait prendre conscience que je pouvais m'adapter à tout un tas d'univers différents. Et puis, j'ai adoré, en fait, avoir un projet long sur lequel travailler et vraiment évoluer avec l'équipe de mois en mois, parce que du coup, ça a duré quasiment 6 mois. Ça a duré janvier, février, mars, avril, mai. Oui, c'est ça, ça a duré 6 mois, de janvier à juin. Et là, on est encore avec un des membres de l'équipe en train de retoucher, faire quelques dernières corrections. Et ils sont en train de travailler avec le graphiste pour publier un beau livre qui sortira en début d'année. Voilà. Et je serai invitée à une conférence où notamment ce livre sera vendu et présenté. Génial. Oui. Bravo à toi. Donc ça, c'est super. Merci. Alors, j'en profite pour enchaîner sur une autre question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est, bon, on va pas se mentir, la première chose, ça va être la liberté. Je pense que comme beaucoup de gens qui sont intéressés par le freelancing, j'ai vraiment besoin de savoir que je peux organiser mon temps de la manière dont je le veux et que s'il y a des jours où j'ai moins d'énergie, je peux travailler sur certaines choses. D'autres jours où j'ai plus d'énergie, je peux. Voilà. Ça paraît tout bête, mais en fait, quand on a été salarié pendant longtemps, moi, je me suis sentie énormément contrainte par mes chefs, même quand ça se passait très bien avec eux, mais par des schémas très fixes et très rigides sur lesquels, voilà, tel jour, il fallait rendre telle chose, telle réunion, il fallait, etc. Alors qu'en fait, finalement, j'étais pas du tout au top de ma productivité, je donnais pas du tout le meilleur de moi-même parce que j'étais, entre guillemets, un petit peu forcée de suivre un rythme qui n'était pas du tout le mien. Et là, c'est vrai que la rédaction web, ça me permet, je pense, pour la première fois de ma vie, d'être pas mal en accord quand même avec mon rythme intérieur et de mieux me respecter. Donc vraiment, la liberté que ça procure pour moi, c'est énorme. Et aussi une forme de respect de soi. Quand on s'organise bien et qu'on arrive à bien structurer, on peut quand même réussir à, je trouve, s'accorder des petits temps de repos, etc., que j'avais pas forcément avant. Donc il y a la liberté, il y a la curiosité, parce que ça permet de toucher à plein de sujets, donc ça j'adore. Moi je suis quelqu'un d'hyper curieux qui me lasse pas facilement. Je peux explorer les sujets pendant des heures, des mois, des semaines, et je vais toujours vouloir aller plus loin. Donc il y a une forme de profondeur qu'on peut acquérir aussi, d'expertise sur certains domaines, que ça j'adore. Donc la curiosité, c'est aussi un peu l'émulation intellectuelle. Et puis la diversité des projets, ça c'est un peu lié à la curiosité. Et aussi les rencontres, parce que je fais des chouettes rencontres depuis que je suis rédactrice. Voilà, donc je rencontre pas mal de gens dans la com, des entrepreneurs. Je travaille dans un espace de coworking, donc je rencontre des gens de plein d'univers différents, plein d'horizons différents, et j'aime vraiment bien le midi, faire une petite pause, papoter, rigoler, échanger des petites infos, des petites astuces, même juste se marrer ensemble le midi, ça fait du bien, ça permet de décompresser avant de reprendre le boulot. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis il y a quand même quelque chose aussi de crucial, et c'est tellement crucial que je ne l'ai pas mentionné, c'est l'écriture, qui est quand même quelque chose, je ne vais pas être très originale, mais depuis que je suis petite, j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer en écrivant qu'en parlant. Donc voilà. On est tous dans ce cas, je crois. Voilà. Effectivement. Et alors, pour pas faire trop rêver, les inconvénients. Alors, les inconvénients, il y en a quand même quelques-uns.
Moi, je pense que le premier inconvénient, c'est la forme d'instabilité psychologique, on va dire morale qu'il peut y avoir dans je ne sais pas quels vont être mes prochains clients, je ne sais pas dans 3 mois ce qui se passera. Donc il y a quelque chose de très, enfin, moi je trouve quelque chose assez insécurisant et peu Oui, confortable. ça, c'est Voilà. inhérent à l'activité d'entrepreneur. Exactement, exactement. Et en même temps, c'est aussi ce qui me plaît. Donc, parce que finalement, je suis quelqu'un qui me lasse très vite des routines. J'aime pas trop les routines. J'essaie de m'en mettre quelques-unes, mais j'ai besoin de les changer régulièrement pour que ça fonctionne. Donc, donc en même temps, j'aime bien le fait de me dire tout est ouvert. C'est-à-dire que peut-être que là, je travaille sur ce projet-là, là aussi. Mais en fait, peut-être que dans 2 mois, je vais avoir un super projet comme le projet d'e-book qui m'était un petit peu tombé dessus. Sauf que là, peut-être que j'aille un peu plus le chercher. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien quand même me dire que ça reste ouvert. Donc, c'est pas tant une contrainte que ça. C'est quand même une contrainte dans le sens où je pense que comment dire, pour combattre cette instabilité-là, il faut mettre en place des stratégies qui sont notamment des stratégies de prospection, bien sûr, des stratégies de communication. Bon, ça là-dessus, moi, je suis pas très forte. Pour l'instant, je suis pas trop sur les réseaux. J'ai pas créé mon site web, donc voilà. Mais déjà, ne serait-ce que la prospection, c'est quand même la base. Et puis aussi garder confiance. Enfin, après, moi, j'ai ce côté-là. Ça, c'est peut-être plus d'un côté psy ou côté spirituel. J'ai un côté très, je fais confiance à la vie. La vie a toujours été plutôt chouette avec moi. Donc, j'y crois. Je pense que dans tous les cas, je m'en sors. Et j'ai l'impression que le plus difficile est un peu derrière moi. C'est-à-dire que les 3 mois dont je parlais, de septembre à décembre, qui ont été vraiment des moments où j'ai vraiment douté, où j'étais un peu déprimée, où je manquais de ressort. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. C'était vraiment des moments de doute ces premiers mois après avoir lancé mon entreprise. Et en fait, à partir du mois de janvier jusqu'à maintenant, comme j'ai eu plein d'opportunités et que j'ai vu qu'à chaque fois que j'allais chercher un peu les gens, mais très vite, j'avais de la réactivité. Et en plus, généralement, des vraies offres en faisant peu, finalement. J'ai pas du tout eu l'impression de me casser la tête, d'envoyer des longs emails comme quand on candidate pour des postes, par exemple en CDD ou en CDI, où là c'était l'horreur. Et ben là, en freelancing, c'était beaucoup plus rapide, efficace, concluant. Enfin voilà, les choses allaient quand même plus vite. Donc bon, en tout cas, les obstacles ou les choses difficiles. Donc moi, je dirais cette forme d'instabilité, mais on peut trouver des parades, on peut trouver des stratégies pour remédier à ça. Je dirais quand même la solitude. Ça, c'est important parce que avant avant ce boulot-là, j'ai toujours été entourée d'équipes. Et en fait, moi, j'adore travailler en équipe. J'adore arriver le matin, discuter avec la secrétaire, aller voir justement le responsable de la com, prendre un café avec le directeur financier, papoter avec le directeur, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on programme, comment ça se passe, quel partenariat on va chercher, etc. Donc, j'adore en fait ce côté collectif, ce côté vivant du groupe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me manque un peu aujourd'hui, même si j'ai rencontré d'autres rédactrices, je travaille un petit peu en binôme avec une autre rédactrice à Nantes. Je commence à travailler avec des graphistes et des web designers sur des offres globales pour des sites web. Donc voilà, mais il y a quand même quelque chose dans le freelancing où on est seul avec l'activité, enfin on est seul maître à bord, quoi. Et c'est vrai que parfois c'est déroutant et parfois c'est quand même assez solitaire. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est un petit peu difficile. Voilà. Quoi d'autre Oui, bah alors après, ça c'est un peu lié à l'instabilité, mais il peut y avoir des mois où il y a beaucoup de missions, etc. Donc financièrement, c'est assez positif et puis on se sent à l'aise, et puis d'autres mois un peu moins. Et donc ça peut faire un peu peur. Mais je pense que ça, c'est vraiment les fluctuations normales de la vie de freelance et d'entrepreneur. Donc voilà. Et puis, bah, c'est vraiment les principaux, enfin, vraiment ouais, c'est les principales difficultés auxquelles je pense en tout cas. Au, au Mm. niveau de la lenteur, tu disais qu'au début, tu étais très lente. Est-ce que avec le temps, tu as gagné en rapidité? Alors très honnêtement, pas vraiment. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai gagné sur quelque chose qui est alors la veille. J'essaye de plus regarder 15 000 sources parce que je suis quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir une vue d'ensemble et donc je suis un peu perfectionniste, donc j'essaie de me restreindre sur les sources. Donc ça, j'arrive à le faire, donc à aller plus vite. D'accord. J'arrive à faire un plan plus rapidement.
Oui. qu'avant. Mais dans le moment, à partir du moment où je commence à rédiger, je suis toujours quand même assez lente. Et je pense que, en fait, ça a plus été un problème dans le sens où j'ai quand même, enfin, j'ai eu des retours très très positifs des clients qui disaient que c'était toujours quand même très qualitatif, assez original, et puis voilà, que c'était vraiment, j'avais vraiment ma patte à moi. Et du coup, on était prêt à me payer un certain tarif pour ça. Donc en fait, j'ai axé plutôt, pas forcément travailler sur des articles isolés, des choses comme ça, mais plus des offres où financièrement, moi, je m'y retrouve et les clients s'y retrouvent aussi. Donc, parce que moi, en fait, il faut vraiment que je travaille sur des projets long terme. Parce que dès que je travaille sur des projets qui sont un peu durables, je commence à être rapide par contre, parce que j'ai plus besoin de redécouvrir l'univers, j'ai plus besoin de rechercher Bien sûr. les mots-clés, etc. Donc, du coup, là, par exemple, je travaille avec une école d'art et de design et ça fait depuis 1 an. Là, ils m'ont déjà proposé 5 projets et j'en ai 4 autres qui se rajoutent en 2021. Donc, avec eux, par exemple, je commence à être de plus en plus rapide. Et pourtant, je facture ce que je facturais au début et c'est OK pour eux. Et en fait, moi, du coup, ça commence à être beaucoup plus rentable pour moi. Donc voilà, donc j'essaye en fait de trouver plutôt des projets récurrents, de garder les mêmes clients et d'axer vraiment voilà, un travail vraiment de qualité qui se démarque un petit peu, qui est complètement enfin, où résonne la voix du client le plus possible, et puis du coup de proposer des tarifs, et puis voilà, si ça leur convient, on avance comme ça, et moi du coup je m'y retrouve financièrement. Parce qu'en fait, moi je suis l'inverse de la rédactrice qui peut écrire un article par-ci, un article par-là. Je pense que je suis pas du tout faite pour ce rythme-là en fait. C'est voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais? C'est intéressant d'avoir vos avis, puisque bien sûr vous êtes tous différents, toutes, puisque pour l'instant j'ai beaucoup plus de femmes qui ont répondu que d'hommes. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec une personne? Alors, soit une personne qui hésite à se lancer, qui ne s'est pas encore lancée, une ou un élève, donc collègue à toi de la formation en rédaction web, qui est dans une phase de doute et qui a peur, et aux personnes qui passent des messages très négatifs sur les réseaux sociaux et qui répètent Ouais. partout qu'il y a trop de concurrence en rédaction web et que c'est bouché, etc., etc. Oui, je vois bien. Bah, moi, je regarde, j'évite vraiment de regarder ce genre de commentaires parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas encore passé le cap d'être rédacteur, ou même quand on est dans une phase de doute, on peut vraiment se dire ah oui, en fait, ah non, mais en fait, on est en train de se leurrer, on nage en pleine illusion, etc. Mais pas du tout. Enfin, honnêtement, pour une personne qui hésite à se lancer, euh, moi, ce qui m'a sauté aux yeux et qui n'était pas du tout clair avant que je me lance dans ce domaine-là, c'est que il y a vraiment énormément de possibilités. Et je sais que tu le dis déjà, mais il faut le vivre, il faut le ressentir, il faut l'expérimenter pour pouvoir s'approprier cette parole-là. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le cas parce que, comme je disais, dès que j'ai commencé à lancer quelques petites perches à droite à gauche, à envoyer quelques messages, j'ai eu, enfin, le taux du coup d'efficacité de ce truc-là était énorme. Parce que sur 12 messages, 4 clients, enfin, je veux dire, c'est juste énorme. Donc, je pense que quand on commence à penser, comment dire, par exemple, à visualiser la France, le monde, tout ce qu'il y a autour de nous, tous les pays francophones, tous ceux qui ont des entreprises, qui ont des sites web, qui ont des commerces, qui font, je sais pas, du coaching, de la thérapie, enfin, tous ces gens-là qui ont besoin de bons rédacteurs et qui souvent ne savent pas écrire ou n'ont pas envie d'écrire ou voilà, n'ont pas forcément d'affinité quoi, avec cet outil-là qui est l'écriture. Il y a vraiment énormément de monde en fait. Et des budgets pour la com, il y en a un peu partout. Moi, je me rends compte, des budgets pour la com, il y en a même dans les institutions, parce que donc je travaille aussi, là en ce moment, j'ai créé un catalogue aussi pour un musée, c'est une première, je suis hyper contente. Ça Wow. relie du coup vraiment, parce que voilà, ça me relie vraiment avec mon univers d'avant, parce que moi j'ai quand même fait des études de lettres et d'histoire de l'art, donc les deux sont dedans, c'est parfait. Et donc les institutions, les entrepreneurs, même enfin, je veux dire, énormément de gens, même des groupes de musique. Là, je fais du community management pour un groupe de musique. Tout le monde a des budgets com, en fait. C'est juste qu'il y a tellement, effectivement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de gens qui sont chargés de communication, qui sont rédacteurs, qui sont là. Et donc, il faut juste, pour moi, la clé, elle est vraiment dans oser. C'est vraiment, vraiment simple, hein, mais c'est vraiment oser, se faire confiance
et se dire de toute façon, qu'est-ce que je perds? Au pire, bon, la personne me dit non, mais j'aurais essayé. Et puis pas seulement se dire ça, mais se dire en fait, on va me dire non, mais on va sûrement me dire oui aussi. Et il faut après, c'est la manière d'aborder les gens, la manière d'écrire ce petit message. Moi, je sais que je l'ai toujours fait de manière assez personnalisée, en essayant que ce soit simple et efficace, qu'il y ait une offre concrète, mais que ce soit aussi un peu chaleureux. Enfin voilà, j'essaye d'y mettre un peu mon style. Et j'avoue aussi que le fait d'avoir travaillé 10 ans avant, d'avoir été en contact avec énormément d'interlocuteurs différents, d'avoir envoyé des centaines de milliers de mails, etc., ça aide forcément quand on est entrepreneur. Il y a tout ce bagage-là de savoir dans le travail, mais aussi de savoir-être. Enfin, donc voilà, ça compte. Mais moi, je dirais vraiment plutôt que d'avoir peur, de voir ça comme une sorte d'excitation, de challenge, waouh, il y a tellement de choses qui existent, je ne sais même pas par quel bout commencer. Bon, bah, commençons par un bout. Tiens, j'ai envie de travailler là-dessus, sur telle thématique. Par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de travailler pour des restaurants vegan, ou j'en sais rien. Tiens, je vais aller voir ce qui existe dans le coin, ou même en France, et puis voir ceux qui ont l'air d'avoir de beaux projets, de belles valeurs, mais dont la parole n'est pas trop justement mise en lumière et dont les sites sont un peu pauvres. Et puis du coup, le sens qu'on trouve à ça, je me rends vraiment utile et je les aide vraiment à développer leur business, à exister autrement, à briller différemment. Le sens qu'on trouve à ça, pour moi, il est vachement stimulant et il est vachement porteur. Et moi, les fois où j'ai des petites baisses de morale, où je me dis quand même, j'aimerais bien. En ce moment, je me dis, par exemple, j'aimerais bien avoir 2-3 clients vraiment réguliers et puis que j'ai plus à me casser la tête pour aller chercher des gens. Voilà. Mais je me souviens que tu m'avais écrit, pardon, excuse-moi, je me souviens, il me semble que c'était toi qui m'avais écrit un jour, tu avais refusé des clients parce qu'ils c'était pas dans ton éthique. Enfin, ça ne suivait pas ton éthique. Oui, tout à fait. Donc, oui, ouais, c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir te permettre ça déjà. Et puis c'était très courageux de ta part de refuser des clients et très beau aussi d'avoir ces valeurs fortes et donc de refuser des clients qui n'avaient pas les mêmes valeurs que toi. Et alors, donc tu parles beaucoup d'oser, etc. Est-ce que n'importe qui peut devenir rédacteur web d'après toi, ou est-ce qu'il y a certaines qualités à avoir? Bon, honnêtement, je dirais pas que n'importe qui peut devenir rédacteur web. On est d'accord. Alors, clairement. Et en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que j'avais publié un post sur LinkedIn en juillet pour les 1 an de mon entreprise. Et j'ai eu plein de super retours et de gens qui m'ont écrit, et notamment des futurs rédacteurs et rédactrices qui n'étaient pas sûrs d'eux. Et en fait, c'était un peu compliqué parce qu'ils me disaient est-ce que tu penses vraiment que je peux me lancer, etc. Et moi, j'avais pas les clés. Voilà, j'avais pas les clés pour leur répondre. Donc, je n'aurais pas vendu le rêve. J'aurais dit il faut quand même avoir une solide formation, ou un savoir littéraire, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir fait d'études de lettres, etc., mais avoir énormément lu ou être très fort naturellement, intuitivement avec le français. Je pense quand même qu'il faut avoir une belle maîtrise de la langue et un orthographe impeccable. Donc, je pense pas que n'importe qui puisse le faire. Bon, moi, tu connais mon message, hein. Je dis jamais que n'importe qui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, exactement. Et je pense que c'est important aussi de vraiment cadrer et de dire, voilà, il faut quand même des qualités rédactionnelles, une très bonne connaissance de la langue, je pense un goût aussi pour la langue, pour les mots, pour le rythme, un truc, voilà, vraiment un feeling avec ça. Et puis aussi, je pense que ce qui fait un peu la différence, par exemple, de pourquoi certains clients me recontactent moi, au-delà des textes que j'écris, c'est aussi le relationnel. Et pour moi, le relationnel, c'est super important. Comme je le disais, j'adorais travailler en équipe, j'adore rencontrer des gens. Enfin, c'est vraiment un des piliers de ma vie, quoi, les rencontres, les interactions, la curiosité de l'autre dans le bon sens, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est important, je pense, le fait de savoir écouter, avoir vraiment de l'empathie, avoir une sorte de perception un peu fine de ce que les gens attendent. Il y a ce qu'ils vont dire, mais il y a aussi ce qu'ils vont pas dire, mais qu'on va sentir. Donc il y a aussi une forme d'intuition. Moi, je suis quelqu'un de super intuitif et je pense que ça m'aide aussi dans la rédaction de sentir les univers, sentir les gens. Donc
il y a à la fois des savoir-faire techniques, mais je pense qu'aussi les savoir-être sont importants dans ce boulot-là, même si on est à distance, et encore plus parce qu'on est à distance. Je pense que c'est pas juste, les gens n'attendent pas juste maintenant avec un prestataire de je t'envoie quelque chose, tu m'envoies le texte et basta. Certains oui, mais la plupart du temps non. Ils seront contents d'avoir les clients qui mettent le prix attendent vraiment un artisan rédacteur web. Complètement. Alors là, je pourrais pas mieux dire. C'est tout à fait ça, un artisan. Et alors, je vais me permettre de te poser une question. Tu as tout à fait le droit de répondre non parce que tu sais très bien que je suis totalement transparente. Comme finalement, tu n'en as pas parlé, est-ce que ma formation t'a été utile? Bien sûr. Ça a été le début de tout. Ça a été le début de toute cette nouvelle vie. Non, ça a été... Alors, cette formation, au début, j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu ta formation parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça va me correspondre? Comme j'ai pas accès au module, je sais pas du tout si ça va être... si ça va être pertinent pour moi, quoi. Je ne sais pas si ça va marcher avec moi. Est-ce que je ne vais pas me décourager toute seule devant mon ordinateur? Parce que j'avais tendance à avoir du mal à me motiver avant toute seule. J'avais tendance à être comme tous ces gens qui disent, et j'ai été la première à le faire, je ne pourrais jamais être freelance, c'est impossible de bosser seule, je ne pourrais jamais être autonome, me motiver, je vais rester à flâner, à rester sur Netflix toute la journée. C'est pas du tout le cas, en fait. Mais... parce qu'en fait, quand on est vraiment dedans et qu'on rend service et qu'on est dans cette posture de j'apporte quelque chose et puis voilà, en échange, c'est aussi la façon dont je peux vivre et payer mes factures, ça change complètement la donne. Donc voilà, la formation, j'étais un peu... j'étais pas sûre. Et en fait, à partir du moment où je me suis inscrite et où j'ai vu le premier module, honnêtement, j'étais tout de suite rassurée parce qu'en fait, dans la façon dont tu présentes, dont tu structures les choses et même le sens de la pédagogie que tu as, je me suis dit, en fait, cette personne-là, elle va être là pour répondre à toutes mes interrogations, tout ce dont j'ai besoin. Et en plus, c'est vachement clair. Et le degré d'exigence est supérieur à ce à quoi je m'attendais. Parce que je pensais que la rédaction web, et beaucoup de gens ont cette idée-là aussi, je sais, parce qu'on me l'a même dit, la rédaction web, c'est un peu cheap, c'est un peu des petits articles, 3 choses pour nanana, c'est superficiel, mais c'est du pré-mâché, etc. Oui, mais alors, je pense que c'est justement ça qui fausse l'image du métier, et c'est parce que beaucoup de gens en font quelque chose de cheap que ça peut avoir cette image. Mais pour moi, il y a vraiment 2 mondes de la rédaction web. Il y a les vrais rédacteurs web dont c'est le métier, et qui proposent des tarifs décents, et c'est normal parce que c'est un vrai métier. Si tu te fais opérer, tu vas pas prendre un faux chirurgien parce que le résultat ne sera pas le même qu'avec un vrai chirurgien. Dans n'importe quel métier, entre un vrai et un faux, il y a une énorme différence. Aujourd'hui, à cause du web et de tous les accès qu'on a, par exemple, je donne souvent cet exemple, mais il suffit d'écrire rédacteur web sur LinkedIn pour se faire passer pour un rédacteur web. C'est sûr que après, ces rédacteurs web là, sur le papier, ne peuvent pas avoir les mêmes résultats que des vrais rédacteurs web, et qu'ils transforment le métier, et ils laissent croire que c'est un métier cheap, comme tu dis. Et ça, c'est un peu agaçant, mais en même temps, nous, on réussit à faire notre trou quand même. Tout à fait. Et à essayer un peu de militer pour le bon contenu. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des préjugés autour de ce monde-là qui sont des préjugés qui sont assez forts, moi je le vois bien. Et du coup, il faut quand même faire ses preuves et aussi faire preuve de pédagogie et de patience et rester calme quand on te dit des choses de tu veux pas travailler pour moi, c'est pas grave, moi j'ai tout un réseau de rédacteurs là qui peuvent écrire pour je sais pas, 2 centimes le mot. Oui, mais grand bien. Ils vont faire ça très bien. Et voilà, je leur dis très bien, prenez ces gens-là et puis bonne suite, quoi. On en parlait un peu plus tôt avec Katia, qui sera sur le podcast avant toi, ou la chaîne. Et voilà, il y a toujours eu des clients pour du low cost et pour des artisans et pour du luxe, et ça existera toujours. C'est évident quand quelqu'un nous dit non, j'ai des tonnes de rédacteurs à 2 centimes. Oui, très bien, mais va voir ces personnes-là, c'est pas les mêmes. Et moi, par contre, j'ai un public, j'ai un autre public, j'ai d'autres clients qui sont prêts à
à mettre ce tarif-là. Et si on se débloque, justement, si on comprend ça et qu'on n'a pas peur de dire très bien, merci, au revoir à ses clients, eh bien, c'est comme ça finalement qu'on peut réussir à se faire un réseau de nouveaux clients fiables, agréables. Souvent, en plus, ils sont plus agréables parce qu'ils sont plus sensibles à nos qualités, finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, c'est aussi le tarif qui permet de… Enfin, il y avait aussi cette chose-là que je voulais quand même dire, que les gens, enfin, ceux qui nous écoutent gardent un peu ça en tête, c'est qu'il ne faut pas avoir peur à un moment. Si vous proposez un tarif qui vous semble, vous, un peu élevé, parce que par exemple, vous êtes débutant, enfin, ou ça fait 6 mois, 1 an que vous travaillez, mais qu'en face, le client est super satisfait, que vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, que les clients sont toujours aussi satisfaits, ça veut dire qu'en fait, moi j'ai appris ça en regardant, je sais plus, une vidéo, j'avais lu un article là-dessus, ça veut dire qu'en fait, vous, sur le marché, vous valez ce tarif-là. Donc en fait, il n'y a pas à avoir peur. Mais c'est vrai que c'est un vrai blocage. Moi, j'ai vraiment été… ah, quand même, mais ça, voilà, si je demande tant pour tel projet, ça me paraît quand même beaucoup. Et puis en fait, les gens disent, mais non, c'est OK. Mais si c'est OK pour eux, ben, en fait, voilà. Et puis, donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce cap-là aussi à passer. Oui. C'est pas évident. Parce qu'on a tendance à sous-estimer. Et, voilà. Et puis, il n'y a pas de barème aujourd'hui. Donc, on doit estimer soi-même sa valeur. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile. C'est vrai. Ouais. Bon, j'aurais adoré pouvoir papoter encore longtemps avec toi, mais malheureusement, je suis prise par le temps. Mais oui, je sais bien. Overbusy. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager qui te tenait à cœur? J'ai l'impression d'avoir quand même un peu tout dit. Mais voilà, après, c'est peut-être, je vais peut-être dire un peu une banalité, un lieu commun, quelque chose que tout le monde dit, mais je pense vraiment que l'état d'esprit est super clé, parce qu'en fait, quand on est tout seul, il faut pouvoir être son propre moteur. Donc voilà, je dirais que l'état d'esprit est clé, rester positif, rester dans la curiosité, dans l'empathie, dans la générosité. Et déjà, si vous êtes dans ce genre d'état d'esprit assez positif, et vous allez forcément attirer autour de vous les bonnes personnes. C'est en tout cas, moi, ce que je constate depuis 1 an que je me suis embarquée sur ce fabuleux chemin de la rédaction web et aussi print en ce qui me concerne. Voilà. Et je reprends cette phrase que j'aime beaucoup et que j'ai déjà reprise tout à l'heure. C'est il faut être entrepreneur de sa vie et en fait on est entrepreneur professionnel et au niveau professionnel et dans sa vie parce que finalement ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, c'est valable aussi dans la vie. Complètement. Les deux sont complètement liés. En fait, parfois le pro et le perso se mélangent. Et en fait, parfois, ça fait aussi 2 remélanges et je trouve que c'est aussi ce que je vis. Et du coup, il y a une forme de continuité aussi qui est bonne dans ce truc entre le perso et ma vie pro. Il y a un fil directeur, il y a une continuité. Et du coup, je ne me sens pas fragmentée, quoi. Je ne me sens pas coupée en 10 comme c'était le cas avant. Donc, ça, c'est aussi une sensation d'unité et d'harmonie qui est vraiment, moi, je trouve assez plaisante quoi, au quotidien. Donc voilà. Bravo pour ton parcours et puis un grand merci encore une fois d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah, merci beaucoup Lucie et puis moi je pourrais jamais te remercier assez, je ne sais pas comment je fais pour te remercier assez en tout cas à la hauteur de tout ce que tu as permis du coup d'ouvrir et de permettre dans ma vie parce que c'est juste énorme donc un immense merci à toi et puis plein de bonnes interviews, plein de belles interviews. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Allez, tata. À bientôt. Ouais, tata.